Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. Permettez-moi de me présenter, je suis Olivier Le Boulanger, Senior Manager en charge du BFR chez Hemming et c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Avant que d'entrer dans le vif de son sujet, permettez-moi tout d'abord d'en préciser le déroulement en quelques mots. Si vous êtes attentif, vous voyez en bas à droite de votre écran une fenêtre qui vous permet d'adresser des questions au fil de l'eau, bien évidemment. Des collègues à moi se chargeront de les agréger si plusieurs questions sont identiques, de façon à ce que j'apporte en fin de ce webinaire une réponse à chacune des questions. Voilà, c'était tout ce qu'il y a à dire pour vous savoir comment gérer le temps de ce webinaire. Je vais le présenter dans un premier temps et ensuite répondre à vos questions. Donc, bon webinaire à toutes et tous et permettez-moi de commencer le webinaire. Pour vous simplifier le suivi du webinaire, nous respecterons les 4 points annoncés dans l'invitation. Nous ferons une synthèse conclusive et comme je les ai dit, nous répondrons à vos questions. Donc maintenant, passons au sujet qui touche à la loi Macron. Tout d'abord, un tout petit rappel historique. Grosso modo, la loi Macron s'inscrit dans une série de lois qui visent à encadrer les délais de paiement et les relations entre tiers. Bien que promulguée en 2015, certaines de ses composantes s'appliquent depuis le 1er juin de cette année ou à compter du 1er juillet. Ce qui compte, c'est de voir ce que la loi Macron apporte aujourd'hui aux entreprises comme contrainte, d'une part, sur les délais et litiges, notamment sur l'affichage des délais et des litiges, ou comme opportunité, notamment en créant une procédure simplifiée pour les petites créances. Tout de suite, je vous propose de passer à la synthèse des obligations par un comparatif entre aujourd'hui et à compter du 1er juillet et à compter du 1er juillet, car je parle là des obligations. Les délais de paiement donc, sont inchangés. Ils s'inscrivent toujours dans le cadre de 60 jours que l'on entend net ou en moyenne, sachant que ce n'est pas une moyenne de pratique, c'est vraiment une moyenne de définition. 45 jours fin de mois, date de facture, ou 45 jours date de facture pour les factures récapitulatives. Mais quand on fait le calcul, c'est la moyenne à 60 jours. Les pénalités, toujours les 3 mêmes pénalités que sont l'indemnité de 40 €, la pénalité de retard qui est un minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal et une amende qui peut aller jusqu'à 375 000 € par amende pour les personnes morales et qui peut s'élever jusqu'à 75 000 € pour les mandataires de ces personnes morales. Et évidemment, la certification des comptes, on publiait déjà les âges de l'encours client. Qu'est-ce qui change? Sur les comptes certifiés, et je vais développer d'abord les évolutions sur les comptes certifiés. Le législateur demande aujourd'hui de clarifier l'affichage des délais réellement constatés. Cela signifie qu'il permet maintenant de distinguer les sommes litigieuses ou non sur les clients, mais aussi sur les fournisseurs. Enfin, le décret prévoit que cette publication puisse être faite en vue bilancielle à la clôture ou fasse la totalisation pour les litiges, des litiges rencontrés et des montants sur ces litiges tout au long de l'exercice. Le législateur a prévu un modèle type pour, à minima, à produire pour les commissaires aux comptes. C'est un modèle très simple dans son aspect, qui nécessite peu d'informations, mais qui présente 2 complexités.
La première complexité est que les montants doivent être montés en hors taxe alors que nous parlons d'encours et que les outils qui pilotent les encours font ce pilotage en montant TTC. Donc, il faudra penser bien évidemment à s'adapter pour avoir la vue aisée de ces deux montants. TTC pour votre gestion, hors taxe pour les commissaires aux comptes. Et puis, la voie est ouverte où l'on peut afficher les litiges, ce qui permet de les exclure du reporting des délais, mais qui nécessite d'en assurer la traçabilité, alors que nous le savons tous dans nos organisations, trop souvent encore, nous constatons que le suivi des litiges se fait essentiellement par des échanges de mails internes et quelques courriers et mails aux tiers concernés, évidemment, pour ancrer dans le marbre les attendus des litiges et de leur résolution. Mais si on se contente de ces flux-là, le moment venu de les présenter au commissaire aux comptes, il sera pénible de leur fournir la matière. Et une partie des prochains points que je vais développer dans ce webinaire servent justement à simplifier le travail de collecte et à faire ce travail de recensement au fil de l'eau et à l'inscrire au fil de l'eau dans les outils. Mais puisqu'on parle de publication, on parle aussi de choix d'affichage et en fait, ce qu'il vous est demandé d'arbitrer ici, c'est ce que vous souhaitez afficher. Le défaut légal prévoit que vous puissiez continuer de faire un affichage de vos encours échus, litige inclus, à nouveau pour les clients et aussi maintenant pour les fournisseurs. Ou que vous puissiez sortir les litiges de cet affichage. En fait, votre arbitrage est qu'est-ce que vous voulez afficher. Vous avez deux risques possibles. Risquer d'apparaître un mauvais gestionnaire des délais, ce serait le cas de gauche, puisque vous incluez les litiges qui touchent très certainement les tranches les plus âgées des âges, vous accroissez ces tranches âgées. Soit vous affichez les litiges et vous pouvez apparaître générateur de litiges, d'une part sur votre poste client, zut, qu'est-ce qui fait que cette société engendre des litiges clients, sachant que le litige mauvais payeur, je doute, ne sera pas retenu comme un litige pouvant être exclu des encours par tranche d'âge. Voilà, faites l'investigation dans vos sociétés de votre situation précise pour définir ce que vous souhaitez in fine afficher. Voilà notre conseil. Nous ne sommes pas commissaires aux comptes, donc nous resterons légers sur les aspects purement de reporting des comptes. Voilà pour les litiges. Je vois passer des questions, j'y répondrai en fin de séance. Abordons maintenant l'opportunité qui vous est offerte dans la loi Macron d'avoir à disposition une procédure simplifiée pour judiciariser, sans vraiment le faire, les petites créances. Cette possibilité prévoit une procédure que vous réclamez à un huissier qui est menée par l'huissier et qui l'anime dans un délai maximal de 1 mois. L'objectif est en fait que l'huissier parvienne à aboutir à un accord entre votre débiteur et vous sur le montant et les modalités du paiement de la créance. Et cet accord se transformera en titre exécutoire sans avoir à passer par le juge. Cela est donc une procédure qui a la même finalité qu'une procédure judiciaire, mais qui est simplifiée du fait du montant faible des créances concernées. À nouveau, le décret d'application prévoit que la procédure s'applique pour des créances de 4 000 € et moins. Voilà donc pour la visibilité sur cette procédure qui, attention, reste à la charge du créancier et non pas du débiteur qui serait mauvais payeur.
Voici pour, en quelques mots, les évolutions de la loi Macron. Je vais bientôt passer à des conséquences à prévoir. Mais je voudrais vous donner aussi une tendance, puisque se déroulaient le 8 juin dernier les assises des délais de paiement à Bercy en présence de M. Macron. Deux tendances ont été évoquées par M. Macron, mais avant tout, la tendance, c'est qu'il ne va pas ajouter de nouvelles lois. Donc, on s'en tient à la loi Macron. Pour un an encore, il n'y aura pas de nouveaux textes, sauf éventuellement sur les sanctions. Effectivement, aujourd'hui, la sanction maximale prévue pour une société mauvais payeur qui serait retoquée par CECAC et l'État est de 375 000 € par amende, avec une amende qui peut regrouper plusieurs manquements. Ce qu'a annoncé, ce qu'a confirmé Emmanuel Macron, puisqu'il l'avait déjà annoncé en novembre dernier, mais là il l'a confirmé, c'est sa volonté très forte de renforcer les contrôles et de passer les sanctions à 2 millions d'euros maximum par manquement. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plusieurs amendes prononcées à l'encontre de la même société pour plusieurs manquements, alors qu'aujourd'hui, le plafond était à 375 000 €, tout manquement confondu. Et puis, Emmanuel Macron est attentif au fait que la loi, certes, permet de bouger les choses, mais les mœurs aussi. Et la culture, aujourd'hui, et le mot est en anglais parce qu'il fut cité en anglais par M. Macron, name and shame, vise à, d'une part, name, à récompenser la vertu, et le prix des délais de paiement vise à mettre en avant des sociétés qui ont trouvé des moyens pour payer à l'heure leurs fournisseurs. C'était des sociétés sur les premières assises qui étaient surtout des grands groupes et les administrations de l'État, mais le ministre a constaté que de plus en plus de PME et ETI candidatent parce qu'en fait, ils ont aussi trouvé les moyens d'être payés à temps par leurs clients et donc ils peuvent payer à temps leurs fournisseurs. Donc faire l'éloge de la vertu, d'une part. D'autre part, le ministre souhaite enlever la limite qui existe à la liste publiée des contrevenants. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet et que vous saisissez sanctions délai de paiement, la première page qui va s'afficher, c'est celle qui liste les dernières sanctions prononcées, quelle société a dû payer quel montant d'amende, quand. Le ministre souhaite que et ça n'affiche aujourd'hui que 8 à 10 sociétés, le ministre souhaite que l'historique soit affiché. Beaucoup de nos clients nous disent, oui, mais de toute façon, pour l'instant, l'État ne va taper que sur les grands groupes. Je me suis procuré la liste des sanctions prononcées et en fait, pas du tout. On a des exemples très divers de sociétés qui ont été retoquées par l'État. Et j'ai un exemple sous le coude d'une société qui a un CF 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui dégageait un résultat de 1 million et qui a pourtant payé une sanction à 140 000 €, soit 14% de son résultat de l'année. Donc c'est vraiment l'affaire de tous, se protéger des sanctions. Gérer ses litiges fournisseurs permet de se protéger des sanctions, mais gérer les litiges est déjà une nécessité. Et cela va faire ma transition avec les 3 points suivants de ce webinaire. Bien évidemment, on n'a pas attendu la loi pour gérer les litiges. Bien évidemment, c'est une nécessité des entreprises, mais la loi va nécessiter de fournir la traçabilité des litiges et donc nécessite de processer et outiller la gestion des litiges. Et c'est donc ces thématiques-là que je vais tâcher d'aborder dans les points suivants de l'exposé. Alors tout d'abord, quand on arrive chez des clients, c'est pas forcément une science exacte, cette page-là, mais c'est notre expérience, c'est quand on arrive chez un client, on fait face à des organisations qui sont organisées schématiquement en disant le recouvrement gère le courant et le commercial monte au créneau. C'est une manière de s'organiser, elle est très fréquente, mais elle donne une teinte action commerciale à la résolution de litiges qui ne sont pas forcément liées à la teneur du deal. Or, le commercial, lui, il juge de la teneur du deal et pas d'autre chose. On peut donc envisager d'autres moyens de s'organiser autour de la gestion des litiges. Et on peut envisager de cartographier les sujets que l'on sait rencontrer habituellement, tant d'un point de vue client que d'un point de vue fournisseur, même si
pour la simplicité des pages que j'expose, j'ai pris le parti d'évoquer le volet client, d'afficher le volet client. Donc d'une part, lister les principaux sujets à litige et d'autre part, pour chaque sujet, dire qui dans l'organisation est en charge de ce sujet. À nouveau, cette page doit être concise, donc on affiche ici des départements, mais la question qui gère s'entend au niveau d'une fonction, et si une fonction a plusieurs personnes en charge, qui au sein de la fonction gère quoi. Ça, c'est important pour avoir une désignation de la personne qui doit traiter le litige, et la personne qui traite le litige n'est pas la personne qui l'anime. Au-dessus de la personne qui traite les litiges, doit exister une cellule qui permet d'animer et de suivre la résolution en temps et en heure des litiges. On peut même tout à fait envisager, comme chez nos clients les plus mûrs sur le sujet, des personnes au sein de chaque département, de chaque organe de l'entreprise, aussi une filiale, une agence, qui soient en charge de l'animation de la résolution des litiges à son niveau et qui puissent être parfaitement incentivés sur la rapidité et la qualité de la résolution in fine des litiges. L'idée dans tout cela est en fait de bien clarifier les rôles et responsabilités pour que quand un litige naisse, il soit vite identifié, vite dispatché à la bonne personne et bien piloté dans sa résolution. On a parlé de litige. J'ai dû citer, je pense, plus de 10 fois le mot litige depuis 15 minutes qu'a commencé ce webinaire, et je ne l'ai pas défini. Et c'est parce que la définition du mot litige, on l'a cherché partout. Dans les textes de la loi Hamon et de la loi Macron, il n'est pas défini. Et comme nous ne sommes pas commissaires aux comptes et que ce sont les commissaires aux comptes qui vont regarder vos comptes, nous n'avons donc plus qu'un conseil à vous donner sur ce sujet. Interrogez vos CAC pour avoir la typologie de litige qu'ils accepteront, voire figurer dans les exclusions que vous allez remonter. Toutefois, on n'est pas à l'abri d'une définition par l'État des litiges. Et notre second conseil est que vous bâtissiez une liste suffisamment flexible pour que s'il faut faire tenir dans certaines cases certains litiges et pas d'autres, vous n'ayez pas à fournir d'efforts de réinterprétation qui sera très chronophage le moment venu. Si vous devez réinvestiguer en fin d'année 1 an de litige, vous allez pouvoir prendre un petit peu d'élan pour le faire. Donc prévoir cette flexibilité nous semble aussi une sage décision. Voilà pour la partie gestion des litiges. Mais quand on parle d'un litige, forcément, on pense aux risques, à leur anticipation et à l'utilisation que l'on fait qu'un tiers est à risque. Aussi, on a jugé utile d'intégrer cette partie sur le risque pour rappeler quelques principes. Elle est très légère cette partie, elle rappelle quelques principes de base. Premier principe, c'est que le risque est très souvent vécu comme un risque financier qui sert avec 2 questions qui sont mises sous contrôle par les entreprises. Quels sont mes clients solvables et comment puis-je me protéger en cas de défaillance des autres? Ce sont 2 questions fondamentales qu'il faut continuer d'adresser, qu'il faut continuer de se poser, mais ce ne sont pas les seules questions et il est tout à fait légitime de se poser d'autres questions qui visent à inclure des éléments non financiers dans l'appréciation du risque de vos tiers. Par exemple, suis-je un fournisseur critique? Ça, c'est du point de vue qui je facture. Mais on pourrait aussi être attentif à la taille du chiffre d'affaires que l'on génère chez un de nos fournisseurs. Quel est le comportement du tiers à mon égard? On peut avoir 2 contrats rédigés de manière identique avec des contraintes fortes. L'un va plus être attentif aux engagements que l'autre. Et puis, évidemment, mon tiers me remonte-t-il beaucoup de litiges ou pas? L'idée, sans faire la liste de toutes les questions qu'on peut se poser, est de répondre à 2 questions qui nous semblent importantes. Comment suis-je payé du point de vue client? Et tant du point de vue client que fournisseur, qu'est-ce que cela me coûte en plus? C'est important de se poser les questions pour arriver
à la notion de risque relatif. Soyons un peu égoïstes et envisageons le risque non pas comme un risque absolu de notre tiers, mais comme celui qui l'engage vis-à-vis de nous et de nous seuls. Donc vraiment, quel est le risque de mon tiers au regard de ma société? C'est très très égoïste comme point de vue, mais ça marche. Aussi, quand on fait cet exercice, on réalise qu'on est bien plus riche pour définir des catégories de tiers. Et derrière chaque catégorie de tiers, on peut commencer à envisager des scénarios de relations aux tiers différenciés. Et il ne s'agit pas que de différencier les grands groupes, les petites sociétés, les clients solvables et les clients à risque de solvabilité, mais on peut se poser des questions de type est-ce que c'est un client qui a été acquis en propre ou bien un réseau? On peut imaginer faire des affaires par des réseaux de courtiers, de concessionnaires, de revendeurs. Tel ou tel client a-t-il une bonne ou une mauvaise propension à me payer? Est-ce qu'il suit un schéma de facturation qui est normal pour moi ou qui m'est atypique? Ce qui permet d'associer des clients, aussi des fournisseurs sur d'autres questions, à des cases qui permettent de créer un balance scorecard du risque avec une mise à jour automatique des valeurs du score, et un score qui ne soit pas qu'un score financier. L'idée de ce propos, c'est que si on a bien fait l'analyse de ces tiers, on est capable une fois les litiges avérés, une fois les risques clairement identifiés, de modéliser simplement et de systématiser certaines actions qui aujourd'hui prennent trop de temps à être analysées, trop de temps à être déployées dans les organisations. L'idée est avoir vite l'information, la relayer vite à la bonne personne pour qu'elle soit vite, pour que l'action soit vite réalisée. Concrètement, si on regarde par exemple d'un point de vue gestion client, le recouvrement gère toujours sa balance. Que ce soit le credit manager, que ce soit le chargé de recouvrement, tout le monde parle de ma balance. Sauf que ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, ce sont mes priorités. L'idée est de s'affranchir de tout un tas d'analyses qui nécessitent d'être menées, mais qui peuvent être automatisées, pour ne porter à l'attention des gens que ce qui compte d'être fait. En fait, l'idée, c'est qu'il faut répondre à 5 questions. Dans quelle situation suis-je? Qu'est-ce que cela peut générer comme alerte? Il n'y a pas forcément d'alerte à tout, bien évidemment. S'il y a alerte, quelle est l'action qui doit être menée en fonction de quels critères? Quel acteur doit mener l'action et quel est le résultat escompté? Beaucoup de gens oublient, à la première question, que pour accélérer la visibilité, on peut ouvrir nos outils à nos tiers. Concrètement, on peut tout à fait avoir un portail client qui permette aux clients de dire si les factures sont bonnes à payer ou de remonter un litige qui est déjà préformaté de manière à ce que, parce que c'est tel type de litige remonté, on sait que l'outil adresse l'information d'une part à la personne qui va être en charge d'instruire le litige, d'autre part à la personne qui a une vision plus globale pour le pilotage des litiges. D'un point de vue du portail fournisseur, si vos fournisseurs vous remontent immédiatement, vous pouvez tout à fait informer vos fournisseurs des litiges que vous remontez sur leur facture et charge à eux ensuite de s'organiser pour les résoudre rapidement. Tout ça est un prérequis qui accélère le fait que, en plus, avec un workflow modélisé dans vos outils, vous allez accélérer le travail de vos équipes et gagner en productivité, en efficacité. C'est un peu conceptuel. Quand on a préparé ce webinaire, on s'est dit, oula, cette page est très très conceptuelle. Alors on va vous donner un exemple, c'est un exemple très simple. L'idée évidemment, c'est que s'il n'y avait que cet exemple, tout ça ne sert à rien, c'est parce que dans la vie, les exemples seront bien plus compliqués. Mais voici un exemple de workflow modélisable. Vos clients ont des limites de crédit différentes selon les uns et les autres, mais vous pouvez tout à fait envisager que selon certains types de clients, en fonction de certaines atteintes de limites
vous ayez différentes actions. Tout ça, en fait, vous le savez déjà. Tout ça, en fait, vous l'avez déjà modélisé dans vos têtes. Tout ça, vos équipes le travaillent déjà. C'est parfois même référencé dans des guides de procédure, mais comme ce n'est pas implémenté dans les outils, finalement, on se repose toujours les mêmes questions aux mêmes étapes, on se repose toujours les mêmes décisions au même moment, alors qu'avec un workflow porté par l'outil, on pourrait simplement avoir les acteurs qui reçoivent une alerte, l'analyste de crédit qui reçoit l'alerte, tiens, tel client a atteint un encours de tel à son encours qui fait 80% de la limite et n'a pas d'impayé. Donc l'idée n'est pas de lui faire payer plus vite ses factures, mais de se poser la question de la relation d'affaires que l'on a avec ce tiers et de se revoir la limite en soi. A contrario, si un client dépasse l'atteinte de sa limite, forcément cela peut avoir des conséquences telles qu'un blocage de commande. Il est bien évident que là on touche aux relations commerciales avec le client, que les personnes en charge de l'action doivent être différentes. Mais quoi qu'il arrive, le résultat de l'action va être communiqué d'une part au client, d'autre part en interne pour s'assurer qu'à la fin, l'objectif de baisse d'encours soit atteint. Tout cela, aujourd'hui, peut être porté par les outils modernes, ils existent, il n'y a pas des masses encore sur le marché, mais c'est possible, ça existe et ça simplifie grandement le travail des équipes et ça évite de se reposer sempiternellement les mêmes questions pour les mêmes analyses. Du côté fournisseur, là j'ai beaucoup parlé côté client, il y a une analyse qui mérite d'être menée. Comme on a nommé en premier ce webinaire loi Macron, j'aime bien au cours de ce webinaire boucler sur la loi Macron. Du point de vue fournisseur, aujourd'hui, notre expérience montre qu'entre les délais que l'on peut lire dans les contrats, ceux qui sont paramétrés dans vos outils et ceux qui sont réellement appliqués du fait de vos procédures de campagne de paiement, il existe des écarts positifs ou négatifs sur les délais. Et on peut tout à fait jouer sur la coexistence d'écarts positifs et négatifs pour éviter de payer trop tôt certains fournisseurs. Et si on a une trésorerie tendue, cela permet de libérer le cash pour payer à temps des fournisseurs qu'aujourd'hui on retarde et on ne veut pas se faire retoquer ni par nos CAC, ni par l'État, ce qui entraînerait des sanctions. Donc cette cartographie de ce qui devrait être fait et de ce qui est réellement appliqué tant dans les paramètres des outils que dans vos processus peut être fait. Ce n'est pas grand-chose à mener, mais ça va vous donner votre exposition à l'appréciation « suis-je un bon payeur ?» Une petite trentaine de minutes à passer, c'était le délai que nous nous étions donné avant que de passer aux questions-réponses. On voudrait juste conclure pour rappeler les messages clés qu'on a cherché à faire passer dans cette allocution. Premier message, premier lot de messages, évidemment, gérer les litiges est déjà une nécessité chez tout le monde. La loi Macron va nécessiter d'en obtenir une traçabilité facile. Et pour avoir cette traçabilité facile, cela va nécessiter de processer la gestion des litiges et de s'outiller pour capter l'information et ne pas avoir à reposer des questions à la terre entière le moment venu de publier ses comptes. D'autre part, et cela dépasse la gestion des litiges, trop souvent chez nos clients, quand on arrive, on constate qu'ils passent un temps fou à faire des analyses, à analyser, à évacuer ce qui va bien, mais ce sont des analyses manuelles qui disent ce qui va bien, et à affecter des actions aux bons acteurs, alors qu'en fait, on sait déjà qui doit faire quoi. L'idée de tout cela, c'est que si on s'outille, on gagne en anticipation, on gagne en productivité, on gagne en rapidité de traitement. Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc dans mon temps de parole parce qu'effectivement, on vient de me remonter les questions qui ont été posées au cours du webinaire. Donc, je vais vous proposer d'y répondre à présent.
Avant cela, juste pour mémoire, pour ceux qui n'auraient pas eu l'information, vous pouvez nous retrouver dès le 5 juillet autour d'un webinaire axé sur Portix. Nous sommes tellement convaincus de cette nécessité d'un outil orienté action et non plus balance que nous avons engagé un partenariat pour permettre à nos clients de disposer d'un tel outil très aisément. Et puis, nous intervenons aussi lors du congrès des DAF le 7 juillet 2016. N'hésitez pas, contactez-nous si vous souhaitez être présent à l'un ou l'autre de ces événements. Et maintenant, passons aux questions-réponses. Je vous demande quelques secondes, le temps de organiser mes idées. Je suis désolé, c'est du temps réel et je ne voulais pas être perturbé par les questions telles qu'elles arrivaient au fil de l'eau. Aussi, je ne les ai pas vues passer pendant le déroulé du webinaire. Alors, on redemande la définition d'un litige. Ok, alors quelle est la définition d'un litige? Je suis désolé, je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre où les questions ont été posées. Je ne sais pas si vous avez vu les questions des uns des autres. Ça dépend comment les gens les ont adressées. En fait, comme je disais, il n'y a pas de définition légale du mot litige. En revanche, il y a un consensus sur une définition, mais ce n'est pas la seule. Mais un litige s'entend comme un différend entre deux personnes, les unes contestant aux autres d'être titulaires d'un droit à l'exercice duquel elles prétendent. Vous aurez alors ne prenez pas de notes, hein, on vous enverra les réponses aux questions sous forme écrite, hein, en même temps que le support du présent webinaire. Donc à nouveau, parce que nous ne sommes nous-mêmes pas commissaires aux comptes, je vous invite vivement à préciser cette définition de quels items sont recevables comme litige. Toujours sur les litiges, je lis bonjour, on demande in fine la liste complète des litiges clients et fournisseurs et non pas une liste des AR et AP à un instant T. En effet, oui, il s'agit bien, je n'ai pas été assez précis, oui, il s'agit bien de permettre aux commissaires aux comptes de vérifier les litiges et pas les montants en litige, et donc de prouver aux commissaires aux comptes que les montants que vous déclarez litigieux sont couverts par de vrais litiges et que en l'état de l'instruction du litige, vous êtes dans votre bon droit. Et donc c'est bien une analyse fine des litiges dont il s'agit, sinon il n'y aurait pas de problème et ce webinaire n'aurait pas eu lieu. Donc oui, très important, quand on parle de traçabilité des litiges, on parle bien d'un litige, d'une facture et pas d'une grande masse, même si la synthèse de tout cela et le modèle fourni par l'arrêté du 6 avril est très synthétique. Les commissaires aux comptes ne vont pas regarder juste la synthèse, ils vont rentrer dans le détail de cette synthèse. Ensuite, on a des questions. On a une question sur, toujours sur les litiges. Un litige est-il une action en contentieux? Je suppose que cette question touche aussi à la définition du litige. Non. Non. Précisément, le contentieux naît quand un litige n'a pas su être résolu par la voie amiable. Et d'ailleurs, depuis le mars 2015 de mémoire, un décret oblige, si on va devant le juge, de préciser quelles ont été les actions en tentative de résolution amiable qui ont été menées par la partie demanderesse du juge. Le litige naît avant le contentieux. Et précisément, l'amiable sert à le résoudre avant le contentieux. Toujours sur la loi Macron, une série de questions sur les petites créances. Quand peut-on initier cette procédure? Donc à partir du 1er juin, et bien, toujours sur le principe évoqué ci-avant, après des relances et une mise en demeure qui se sont soldées par un échec. Et on me dit que
je n'ai pas précisé quel était le délai de prescription dans les pages du webinaire, qui est suspendu par cette procédure. Il s'agit du délai de prescription de la créance commerciale. Ce qui veut dire qu'en fait, le délai de prescription étant de 5 ans pour l'essentiel des créances, une procédure d'un maximum d'un mois ne va avoir qu'une conséquence suspensive infime sur le délai global, de l'ordre de 1/60e au maximum. Donc l'enjeu n'est pas là. Il est maintenant demandé sur les contributeurs quel est leur délai de résolution de litige. Alors, je suis un peu embêté pour répondre à cette question parce que je n'ai pas vraiment de source fiable. Mais si je devais avancer des chiffres, les voici. Entre le moment où un litige est porté à la connaissance d'une entreprise et où il est relayé à la personne qui va se charger de le traiter, il faut compter en moyenne 6 jours, ce qui est très long. C'est 6 jours de perdu. Et une fois que le litige est inscrit en tant que tel, il faut compter entre 50 et 70 jours de temps de résolution. Mais à nouveau, ces chiffres me semblent peu fiables parce que d'expérience chez nos clients, ça va quand même plus vite que ça. Mais mon rêve serait d'avoir une assise de clientèle qui soit représentative de toutes les sociétés françaises, ce qui n'est pas le cas, donc je ne peux pas citer nos statistiques comme une statistique représentative. Toujours sur les contributeurs, une question, non, c'est une affirmation. Vous ne parlez pas des facteurs comme contributeurs. Non. Alors, effectivement, c'est très juste. Laissez-moi réfléchir. En fait, oui, les facteurs proposent d'externaliser le recouvrement. Tous les facteurs proposent d'externaliser le recouvrement. Mais ce sont des financeurs, pas des solutionneurs. Et donc, notre conseil le plus fort à nos clients qui envisagent de passer chez un facteur, c'est de ne céder aux facteurs que leurs bons clients, pas les autres, et de toujours garder une structure de recouvrement pour les clients qui n'ont pas été cédés et de pilotage de la résolution des litiges, parce qu'en fait, les facteurs, quand ils constateront un litige, vont vous demander de le résoudre. Donc, ne croyez surtout pas que le facteur soit le solutionneur de vos litiges, au contraire, ils vous renverront le litige comme un problème qu'il vous incombera de traiter sous un certain délai. Et si vous n'avez pas respecté ce délai, le facteur va, dans le langage facteur, définancer la créance qu'il vous a financée, sauf qu'il va garder pour lui la commission qu'il avait perçue sur ce financement. Donc non, le facteur n'est pas une solution de gestion des litiges. Par contre, c'est une solution pour systématiser les premiers niveaux de relance auprès de vos clients. Et une dernière question, la dernière question. Ah, pardon, alors. Pardon, je pense avoir répondu à une question d'un des clients qui la repose. Je vais donc citer la question. Bonjour, on demande in fine la liste complète des litiges clients et fournisseurs et non pas une liste des AP et AR open à un instant T. Cette question, effectivement, je constate n'y avoir que partiellement répondu. Cette question évoque deux sujets. Premier sujet, est-ce que c'est une liste au cours d'une année ou ce qui est open à l'instant T? Eh bien, c'est à votre choix. Vous avez deux choix de publication. Soit vous publiez ce que vous avez au moment de votre clôture, soit vous totalisez les litiges que vous avez rencontrés et qui ont généré des délais au cours de l'exercice écoulé. Donc ce n'est pas soit l'un soit l'autre, c'est celui que faites ce que vous voulez.
Voilà pour répondre à la première partie de cette question. Et la deuxième partie, telle que je l'interprète de cette question, c'est une liste complète des litiges clients et fournisseurs. Et là, c'était mon propos quand je disais, oui, il s'agit bien d'une liste complète des litiges, même si le modèle de publication ne contient qu'une ligne qui agrège le nombre de litiges et une ligne qui agrège le montant hors taxe, le montant hors taxe des litiges. Vos commissaires aux comptes, eux, vont vouloir vérifier que l'accumulation des litiges unitaires aboutit bien à ces volumes. Donc oui, l'information à fournir au CAC est bien une information unitaire et non pas simplement une liste des AR et AP. C'est important que vous ayez cette finesse pour vos commissaires aux comptes. J'espère ce faisant avoir correctement répondu à la question telle qu'elle était posée. Je viens de recevoir aussi une question à l'instant. Je vais finir de répondre à la question qui était déjà posée et je traiterai cette réponse à la personne qui vient d'arriver il y a 5 minutes. Donc permettez-moi juste avant de répondre à cette question qui vient de m'être posée, à la toute dernière question qui nous avait été posée. C'est pas une question, c'est une affirmation sur la partie analyse au service de l'action. On ne peut pas modéliser tous les cas de figure d'analyse et d'action. Non, en effet. Non. C'est la personne qui a fait cette remarque a tout à fait raison. On ne peut pas parce que c'est trop complexe, parce qu'on ne peut pas être si catégorique toujours. Néanmoins, notre conviction, fondée de notre expérience en clientèle, montre que 80% du temps d'analyse, du temps de choix de personnes qu'il doit traiter, finalement, sont portés par un nombre assez limité de cas de figure qui finalement aboutissent toujours au même choix, sinon aux mêmes décisions, du moins au même choix de process, au même choix de workflow. Et donc c'est cette petite partie-là des chemins déjà connus que l'on propose de modéliser parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais ils couvrent à peu près 80% des enjeux et donc on est capable de dédier un grand temps à évacuer justement ce tout venant. Mais bien évidemment, non, on ne peut pas tout demander aux outils et il est bien évident qu'il faut conserver d'une part la décision en tant que telle et d'autre part certains sujets complètement open parce qu'on ne peut pas forcément tout processer. Voilà, et donc j'en viens à la toute dernière question qui a été posée. Bonjour, je suis arrivé il y a 5 minutes. Qu'est-ce qui change pour les fournisseurs concernant les délais de paiement? Ou plus globalement, au niveau des achats. Sur la loi Macron, rien, puisque il n'y a pas de nouveauté par rapport à la loi Hamon il y a plus d'1 an qui instaurait les règles qui précisait les règles de délai de paiement. Pour mémoire, pour cet auditeur, il y a globalement 3 délais de paiement à retenir et je n'entrerai pas dans cette réponse dans le cadre des secteurs dérogatoires. Mais si on n'est pas en secteur dérogatoire, on peut avoir un délai de paiement maximum de 60 jours net date facture, 45 jours fin de mois date facture, ce qui est une moyenne à 60 jours. Et si votre fournisseur vous adresse des factures dites récapitulatives, c'est-à-dire qu'une facture, par exemple en fin de mois, récapitule tout ce qui fut livré au cours du mois écoulé, dès lors, le délai maximum de paiement d'une telle facture est de 45 jours net date facture. L'idée étant que l'expédition du premier du mois sera payée 75 jours après qu'elle ait lieu, l'expédition de la fin du mois sera payée 45 jours après qu'elle ait lieu, et la moyenne des deux, à nouveau, fait 60 jours. Donc quand on garde cette règle
base, qui est de dire c'est 60 jours sur une moyenne entre le moment où la créance devient exigible et son paiement est exigé. Eh bien, on reste dans les 60 jours, il n'y a pas de changement. J'espère avoir répondu à cet auditeur. Je suis désolé, j'ai dû faire plein d'impasses pour répondre à cette question de dernière minute, sachant que j'ai compris que vous n'aviez pas pu voir le début de la présentation et je vous prie de m'en excuser. Toutefois, vous recevrez la totalité des pages de la présentation et du jeu des questions-réponses. Voilà. Il est 14h45. Je pense avoir éclusé toutes les questions. En tout cas, je n'en vois pas qui me sont remontées ni par mes équipes, ni en direct par des gens qui s'adressent au présentateur directement. Je vous souhaite donc une très bonne après-midi. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de toutes vos questions. C'est très agréable d'en voir passer autant. Et n'hésitez pas, nous sommes ouverts à prendre vos appels, vos mails, si vous voulez avancer plus avant sur certains sujets. À bientôt et à nouveau, passez une excellente fin d'après-midi. Au revoir.